pour le webinaire sur l'impact des changements climatiques sur les sources d'eau potable, le volet eau de surface. C'est un webinaire qui est présenté en collaboration entre le RQES, l'UQTR, l'Université Laval, l'UQAM, dans le cadre du plan pour une économie verte. Et ce webinaire vous est offert gratuitement grâce au financement du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Je me présente, mon nom est Myriane Ferlatte. Je suis coordonnatrice scientifique au Réseau québécois sur les eaux souterraines et professionnelle de recherche au département des sciences de la Terre à l'UQAM. Je suis accompagnée de ma collègue Josée. Bonjour tout le monde, bon webinaire à tous. Merci. Josée va nous aider à ce que tout se passe bien et va s'occuper de surveiller le chat en background. Donc, si jamais il y a des petits problèmes, vous pouvez demander à Josée. Ensuite, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est qui le Réseau québécois sur les eaux souterraines, donc le RQES? Nous sommes un organisme à but non lucratif qui vise à faire le lien entre la recherche et les planificateurs et gestionnaires. Donc, nos activités, en fait, visent à stimuler l'utilisation de la connaissance scientifique qui est produite par les chercheurs universitaires et rendre ces connaissances-là utiles et utilisables pour les planificateurs et gestionnaires de l'eau et de l'aménagement du territoire. Notre mission est de consolider et étendre les collaborations en vue de la mobilisation des connaissances sur les eaux souterraines, mais aussi de plus en plus sur les eaux de surface parce que, on le sait, c'est la même eau au final qui circule dans le cycle de l'eau. Notre approche au RQS est de miser sur les connaissances de tous les participants et sur l'expérience. Donc, aujourd'hui, on va mobiliser les outils de présentation en ligne. On va avoir quelques sondages en direct pour rendre ça un peu interactif. Et on va terminer le webinaire avec une période de discussion ouverte, dans le fond, pour partager justement vos expériences en lien avec l'impact des changements climatiques sur vos sources d'eau potable. On va pouvoir avoir recours au micro pour la période de questions et d'échanges. Sinon, vous pouvez toujours intervenir dans le clavardage et quelquefois, je vais vous demander de me faire un pouce en haut pour m'assurer que vous êtes bien là, vous suivez bien devant votre écran. Donc, l'introduction maintenant. Pourquoi ce webinaire? En fait, il y a eu en 2022 l'équipe de l'Université Laval qui a fait une enquête en ligne et nous, au RQS, on a aussi fait des entretiens, dans le fond, sur les préoccupations et les aléas climatiques qui étaient vécus en lien avec les changements climatiques. Et donc, cette enquête a été effectuée auprès des municipalités qui avaient des prélèvements de catégorie 1, donc ceux qui alimentent plus de 500 personnes et au moins une résidence. Et parmi les municipalités questionnées, donc 80 des répondants avaient dit avoir subi les impacts des changements climatiques sur leur prélèvement. Les sécheresses et les fortes pluies constituaient les événements les plus fréquemment mentionnés. Et pour les prélèvements en eau de surface, c'était surtout des impacts au niveau de la dégradation de la qualité. Et en eau souterraine, c'était surtout les impacts au niveau des sécheresses et des pénuries d'eau. Donc, à travers ces sondages et entretiens, ce qui ressortait beaucoup, c'était que les acteurs se demandent qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter les impacts des changements climatiques sur les sources d'eau potable. En parallèle, il y a beaucoup de plans qui ont été récemment faits ou sont en cours d'être réalisés. Donc, les plans de protection des sources, les plans de sécurité civile, les plans climat, le PRMHH, la mise à jour des schémas d'aménagement et de développement avec les nouvelles OGAT qui sont sorties l'année passée et éventuellement la mise à jour des rapports d'analyse de vulnérabilité qui demandent, dans le fond, d'intégrer les changements climatiques dans les outils de planification. Suite à tout ça, l'équipe de l'Université Laval qui a développé un guide euh, sur les impacts des changements climatiques sur les sources d'eau potable. Donc, c'est en fait une revue de littérature, un état des connaissances scientifiques sur le sujet en contexte québécois. Et le guide est disponible, dans le fond, sur le site du ministère de l'Environnement. José va mettre le lien du guide en question dans la boîte clavardage si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller le télécharger. Donc, c'est sur ce guide que le webinaire, dans le fond, est basé. On va commencer avec une petite activité brise-glace. Je vais vous inviter à aller me mettre sur WooClap. Quelles sont vos préoccupations en lien avec les changements climatiques en un mot?
Pour ce faire, vous allez avoir un lien WooClap qui apparaît dans la boîte clavardage et vous allez cliquer sur le lien. Ça va ouvrir une page dans votre navigateur et potentiellement on va vous demander de vous connecter ou d'y aller anonymement. Choisissez l'option anonymement et en un mot ou deux, mettez-moi quelles sont vos préoccupations en lien avec les changements climatiques. Commence à avoir des résultats déjà, disponibilité, sécheresse, manque d'eau, urbanisation, chaleur extrême, d'accord. Quoi d'autre? Oh, ça va vite. Adaptation, étiage, qualité de l'eau, l'argent. Je vois des signes de dollars. Événements extrêmes, résilience, approvisionnement en eau, tension, peut-être des conflits d'usage. Euh, j'ai pas le temps de voir les mots, ça va trop vite. Donc, parfait, continue comme ça. Vous pouvez continuer à mettre des mots et je vais poursuivre avec la suite. En fait, l'idée de faire cet exercice-là, c'est juste pour voir un peu c'est quoi vos inquiétudes, puis le fait que justement, on va avoir l'occasion de discuter de plusieurs de ces concepts-là là, pendant le webinaire. Maintenant, les objectifs du webinaire d'aujourd'hui, c'est de sensibiliser les municipalités sur la protection des sources d'eau potable face aux enjeux des changements climatiques, mais plus spécifiquement de comprendre l'impact des changements climatiques sur les sources d'eau potable, d'apprendre sur les stratégies de protection des sources d'eau et d'adaptation qui sont possibles de mettre en place, et d'échanger avec les autres sur leurs expériences en lien avec l'impact des changements climatiques sur leur approvisionnement en eau potable. Le déroulement va comme suit. Nous sommes dans la partie introduction. Ensuite, nous allons avoir une première activité sur les notions de base. C'est quoi les changements climatiques? Comment ça impacte le grand cycle de l'eau? En deuxième partie, on va aller sur les impacts des aléas climatiques sur les sources d'eau potable de surface spécifiquement. Ça va être suivi d'une petite pause, une petite période de questions, pardon, suivie d'une courte pause. Et après la pause, on va avoir la troisième partie sur les stratégies d'adaptation possibles. Et on va terminer avec une discussion ouverte, donc comme je disais, pour partager, échanger sur les stratégies. Vous, chez vous, qu'est-ce que vous mettez en place pour prévenir ou réduire l'impact des changements climatiques sur vos sources d'eau potable? Donc, première partie, justement, les notions de base. Vous remarquerez sur les diapos qu'il y a une petite pastille parfois qui apparaît avec des numéros de page qui réfèrent au guide, en fait. Donc, si vous voulez avoir plus de détails sur certaines diapos, vous pouvez vous référer aux pages correspondantes dans le guide. Quand on parle de climat, qu'est-ce que c'est? Le climat, ça correspond à un état moyen de paramètres et de phénomènes climatiques qui sont calculés sur 30 ans. Les changements du climat vont être influencés par différents facteurs, soit les facteurs météorologiques, la température, les précipitations, la pression atmosphérique, l'humidité, des facteurs géographiques, la latitude, l'altitude et l'influence des courants océaniques, et évidemment aussi les facteurs anthropiques, donc l'émission des gaz à effet de serre ou encore l'impact de la déforestation, par exemple. Au Québec, on a 4 régions climatiques, soit le climat arctique au nord, le climat subarctique au centre, le climat continental humide au sud-ouest et le climat océanique et continental humide au sud-est. Donc, les impacts des changements climatiques vont être différents selon dans quel climat on se trouve. Les changements climatiques, eux, se définissent comme une altération des phénomènes climatiques dont l'amplitude dépasse la variabilité naturelle du climat et qui s'opère sur plusieurs décennies. Le GIEC, qui est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, depuis le début de ces mandats, donc, sont arrivés à la conclusion que l'origine des changements climatiques est l'émission des gaz à effet de serre issus des activités humaines. Ces émissions ont connu une augmentation de plus de 50% par rapport à l'ère pré-industrielle et ça augmente de manière exponentielle depuis les années 50. Et dans ces études, le GIEC va considérer différents scénarios d'évolution socio-économique. Donc, est-ce qu'on change nos habitudes de vie, par exemple? Est-ce qu'on va vers des énergies vertes ou est-ce qu'on continue business as usual? Et aussi différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, est-ce qu'on a des scénarios qui diminuent d'émissions de GES ou qui augmentent plus ou moins dans le futur?
Le scénario le plus pessimiste s'appelle le RCP 8.5. C'est celui qui prévoit le plus d'émissions de gaz à effet de serre et donc les pires impacts. Et c'est pour ce scénario-là que le guide et le webinaire vont se concentrer. Donc, le RCP 8.5 pour l'horizon 2050. Pourquoi 2050? Parce que c'est plus proche de nous, donc c'est plus concret. Et aussi parce que ben, il y a moins d'incertitudes dans les études scientifiques pour cet horizon-là, hein. Plus qu'on regarde dans un horizon plus loin, plus qu'il y a des incertitudes qui viennent avec. Donc, voilà. Maintenant, si on regarde l'impact des changements climatiques en relation avec le grand cycle de l'eau naturelle, il va y avoir effectivement des changements majeurs pardon, au niveau du cycle de l'eau naturelle. Tout part par l'augmentation des températures de l'air. Et ça va entraîner plus de vapeur dans l'atmosphère, donc plus de condensation et un déséquilibre au final dans les régimes atmosphériques qui vont augmenter la fréquence des précipitations extrêmes. Ces événements-là vont aussi augmenter le ruissellement et le taux d'évapotranspiration parce qu'il fait plus chaud. Et au final, ça pourra potentiellement augmenter ou diminuer la recharge selon les saisons. Donc, on peut aussi regarder changement climatique en lien avec les petits cycles de l'eau urbains, ou qu'on appelle le petit cycle tout court, oui. Ce cycle a 8 étapes qui part premièrement avec toute la partie approvisionnement qu'on dit de la source au robinet. Donc, premièrement, le prélèvement d'eau à la source d'eau brute, la production d'eau potable, troisièmement, le stockage et la distribution de l'eau, l'utilisation domestique et industrielle de cette eau, et au final, il faut collecter les eaux usées, traiter ces eaux usées, gérer les eaux pluviales et éventuellement, le tout retourne à l'environnement. Les changements climatiques vont avoir aussi un impact sur le petit cycle de l'eau, donc c'est à plus petite échelle, dans les environnements urbains essentiellement. Ça va affecter la source au niveau de la qualité et de la quantité d'eau à l'eau brute. Ça va affecter aussi les infrastructures, par exemple, lorsqu'il y a la formation de fragiles. Ça va aussi affecter le traitement parce que ça va avoir des conséquences sur la capacité de traitement ou tous les ajustements qu'il faut faire à cause de la grande variabilité de la qualité de l'eau brute. Et au final, il va aussi avoir un impact sur la gestion des eaux usées et pluviales parce qu'avec les précipitations extrêmes, les inondations, les forts taux de ruissellement, ben, on peut se retrouver avec des surverses dans nos réseaux des eaux usées et pluviales. L'approche à barrières multiples est celle privilégiée au Québec pour la protection des sources d'eau potable. Il y a 3 barrières, la protection de la source, le traitement de l'eau potable et la distribution de l'eau potable. Et l'idée, c'est s'il y a une de ces barrières qui fait défaut, ben, les autres vont demeurer en place pour prendre le relais et assurer une eau potable de qualité jusqu'au robinet du consommateur. L'efficacité de cette approche dépend au départ de la préservation des sources d'eau. Parce que si on a une source d'eau brute qui est de meilleure qualité au départ, ben, ça va impliquer moins de traitement et des plus faibles coûts de traitement également. Et donc, c'est pour ça que c'est important de, au départ, protéger nos sources d'eau potable. La protection des sources en lien avec les changements climatiques va exiger une approche proactive et adaptable face aux incertitudes et qui va devoir tenir compte aussi des différents scénarios afin de générer des multiples pistes de solutions basées sur des risques possibles ou probables. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que la protection des sources demande d'avoir des mesures diversifiées, disons, face aux différents scénarios possibles. Donc, si j'ai un scénario A, B ou C qui est possible, ben, ça me prend des solutions au scénario A, B ou C aussi. Le webinaire d'aujourd'hui, donc, va surtout mettre l'accent sur la protection des sources d'eau potable. Les changements climatiques vont aussi avoir un impact différent selon le type de source d'eau potable qu'on a. On peut, par exemple, être en eau de surface, alors soit dans un lac, une rivière ou dans le fleuve Saint-Laurent. Ces types de prélèvements-là alimentent environ le tiers des municipalités du Québec et ça correspond aussi à environ 75 de la population. Donc, beaucoup de population. Pourquoi? Parce que ce sont surtout les grandes villes qui ont des prélèvements en eau de surface et notamment comme Montréal ou Québec là, qui sont dans le fleuve Saint-Laurent.
L'autre type de prélèvement, ce sont les prélèvements en eau souterraine. On peut, par exemple, avoir un puits en nappe libre. Donc, à ce moment-là, on est plus proche de la surface, en contact avec la météo à l'extérieur, et ce qui les rend plus vulnérables au changement climatique, mais aussi plus vulnérables aux contaminants qui proviendraient de la surface. L'autre cas, c'est qu'on peut avoir un puits en nappe captive. À ce moment-là, on prélève l'eau dans un aquifère qui est confiné sous une couche qu'on appelle aquitard. L'aquitard, en fait, c'est une couche de matériaux très peu perméables. C'est le cas, par exemple, des argiles. Et cette couche va faire office de barrière hydraulique, finalement, à l'écoulement de l'eau souterraine. Ce qui fait que quand on est en puits en nappe captive, ben, on a moins de recharge qui provient directement d'une infiltration verticale à cause de cette barrière hydraulique d'Aquitar, mais ça fait aussi en sorte qu'on va être moins vulnérable à une contamination depuis la surface parce que justement, la couche Aquitar nous protège des contaminants qui s'infiltreraient directement de la surface. Donc, pour savoir où l'eau de notre puits en nappe captive est rechargée, ben, il faut remonter en amont hydraulique plus loin, là où notre couche d'argile à Kittar ne se trouve plus et permet à cet endroit-là, finalement, l'infiltration de l'eau des puits qui atteint la nappe phréatique. Dans ce cas-ci, ça concerne environ 2 tiers des municipalités du Québec, surtout en milieu, en région, en milieu rural, et ça alimente environ 25 de la population et ce taux inclut les prélèvements les puits résidentiels privés, finalement. Il y a certains cas qui sont hybrides aussi en eau souterraine. Le premier, c'est les puits en filtration sur berge, FSB. Donc ça, c'est le cas lorsqu'on a un puits, par exemple, dans les vallées proches d'une rivière. Pourquoi il y a souvent des puits là? Parce que, en fait, c'est là qu'il y a beaucoup d'eau souterraine en général, parce que c'est là où l'eau va à proximité faire résurgence dans les cours d'eau de surface. Et dans ce cas-ci, on se retrouve avec un mélange de l'eau souterraine qui arrive de l'aquifère en amont et une portion de l'eau de surface qui est sous l'effet du pompage, finalement, s'infiltre dans la berge et en partie prélevée aussi par notre pompage. L'autre cas hybride s'appelle eau souterraine sous l'influence directe des eaux de surface, les puits ESIDES. Ça, c'est une classification qui est basée sur l'analyse des données microbiologiques et sur l'état et la conception de l'installation. Donc, quand on dit sous l'influence des eaux de surface, c'est pas nécessairement l'influence des eaux de surface comme du cours d'eau qui est à proximité, mais ça peut aussi être tout simplement, par exemple, à cause d'un défaut de conception de l'installation, de l'eau qui s'infiltrerait le long de notre puits sur casing comme mot, pardon de l'anglicisme, donc qui viendrait potentiellement contaminer notre puits. Et ce type de prélèvements-là sont encadrés par le RQEP, le Règlement sur la qualité de l'eau potable, et doivent être traités comme si c'était une eau de surface. Donc, ce qui est à retenir pour ces types hybrides-là, c'est qu'ils ont une contribution en eau de surface qui vont varier dans le temps, avec les saisons, et ils vont être particulièrement sensibles aux inondations dans ce contexte. Maintenant, chez vous, j'aimerais savoir, c'est quoi votre type de source d'eau potable? Vous allez voir apparaître une petite boîte sondage qui offre un choix de réponse. Vous pouvez mettre plus qu'une réponse parce qu'il y a plusieurs municipalités qui sont en approvisionnement mixte, c'est-à-dire qu'ils ont à la fois un prélèvement en eau de surface et un prélèvement ou plusieurs en eau souterraine. Et si vous n'êtes pas une municipalité, vous pouvez mettre ne s'applique pas ou encore je ne sais pas. Oups, je vais laisser encore quelques secondes pour le temps que vous répondiez. On a atteint 110 personnes en le temps que je fasse ma première partie. Donc, ça semble plus bouger dans les résultats. Encore 5 secondes. Et voilà, on peut partager. Donc, les résultats, ça semble assez varié. Une majorité ont un puits en nappe libre, sinon c'est en rivière en deuxième position, suivi de puits en nappe captive en troisième position.
Donc, ça me donne une idée. Merci. Donc, si vous voulez enlever cette boîte de votre écran, vous devez la fermer de votre côté pour libérer votre écran. Maintenant, nous sommes rendus à la deuxième partie, donc les impacts des aléas climatiques sur les sources d'eau potable de surface. On va voir c'est quoi les aléas climatiques en contexte québécois qui peuvent affecter nos sources d'eau potable, comment ils vont évoluer vers 2050 et comment, évidemment, ils vont affecter les sources d'eau potable de surface. Hum, les aléas climatiques, pardon, dans la boîte, Josée, tu peux-tu mettre dans la boîte conversation le lien WooClap encore? Merci. Donc, 2.1, la partie sur les aléas climatiques. Qu'est-ce que c'est un aléa climatique? C'est un phénomène d'origine climatique, d'ailleurs, qui est susceptible de causer une dégradation de l'environnement, donc dans notre cas, au niveau de la qualité ou de la quantité des sources d'eau potable, ou encore des dommages aux biens, donc dans notre cas, au niveau des infrastructures de prélèvement et de distribution de l'eau potable. Les 8 principaux aléas climatiques du Québec sont l'augmentation de la température de l'air, les précipitations extrêmes, les inondations, les phénomènes d'érosion, les sécheresses, la modification des cycles de gel-dégel, les feux de forêt et l'augmentation du niveau de la mer. Ces aléas climatiques-là sont des phénomènes qui sont interreliés. En fond, tout part de l'augmentation de la température de l'air et, comme je disais, qui entraîne plus de vapeur et donc un déséquilibre dans les régimes atmosphériques, ce qui va augmenter la fréquence des précipitations extrêmes, augmenter la fréquence des inondations et ensemble vont accroître les phénomènes d'érosion. D'un autre côté, l'augmentation de la température de l'air va entraîner une augmentation des sécheresses qui, elles, vont favoriser les feux de forêt. L'augmentation de la température de l'air va aussi avoir un impact l'hiver au niveau de la modification des cycles de gel-dégel et d'un autre côté, au niveau aussi de l'augmentation du niveau de la mer, parce que l'augmentation de la température de l'air donc fait fondre nos glaciers au pôle et aussi entraîne l'expansion thermique des océans, donc la dilatation de l'eau qui fait que ça contribue aussi à l'augmentation du niveau de la mer. Encore un petit sondage en direct. Parmi les 8 aléas suivants, quels sont ceux qui ont affecté les sources d'eau potable municipales de votre territoire au cours des 10 dernières années? Donc, ici encore, vous pouvez avoir plus qu'un choix de réponse. Et même si vous n'êtes pas une municipalité, peut-être vous êtes au courant des incidents qui ont eu lieu sur votre territoire en lien avec les changements climatiques. Et sinon, vous pouvez toujours mettre ne s'applique pas ou je ne sais pas. Donc, chez vous, quels aléas climatiques ont pu affecter vos sources d'eau potable dans les 10 dernières années? Hmm, alors, 5 secondes. OK, on peut partager. Alors, notre top 3 est les précipitations extrêmes, suivies, en fait, d'abord les sécheresses suivies des précipitations extrêmes et des inondations. Donc, ça reste cohérent avec ce que j'ai eu comme réponse pour les précédents webinaires. C'est toujours le top 3. Sécheresse, précipitations extrêmes et inondations, c'est ce qui touche le plus nos sources d'eau potable au Québec. Donc, ça peut être un argument, dans le fond, pour vous faire prioriser ces aléas-là dans votre planification là, pour mettre des mesures de protection là-dessus. Donc, on peut arrêter le partage et fermer la boîte. Maintenant, comment ces aléas-là vont évoluer? Ici, on est pour notre horizon donc de 2050. Les changements anticipés vont varier d'un climat à l'autre et selon les saisons.
Et si vous voulez savoir tous les détails des aléas pour chacun des quatre climats, vous pouvez consulter le guide de la page 26 à 35, mais pour aujourd'hui, on va se concentrer sur le climat continental humide et le climat océanique et continental humide, qui ont essentiellement les mêmes variations, évolutions attendues à quelques nuances près. Donc, si on regarde l'évolution pour l'augmentation de la température de l'air en lien avec les sécheresses et les feux de forêt, on s'attend à ce que le Québec se réchauffe plus rapidement que la moyenne mondiale. Les températures moyennes annuelles du Québec pourraient continuer d'augmenter de 3,5 degrés à l'horizon 2050. Ça fait que c'est déjà le cas, mais de plus en plus, l'été va être une période critique en matière de gestion de l'eau. On s'attend à une augmentation et une prolongation des vagues de chaleur intenses, donc des canicules, et aussi une augmentation du nombre de jours chauds et des températures qui vont dépasser les 30 degrés Celsius. Les étiages, eux, on s'attend à ce qu'ils diminuent fortement l'hiver et au printemps et que les étiages soient de plus en plus sévères l'été et l'automne. Et aussi, on s'attend à une augmentation de la fréquence des feux de forêt. Pour l'augmentation de la température en lien avec la modification des cycles de gel-dégel, donc l'hiver, on peut s'attendre à une diminution de la période de gel de 2 à 5 semaines, ce qui est quand même beaucoup, considérant qu'une saison, c'est 3 mois. Aussi, on s'attend à une augmentation des températures minimales jusqu'à plus 10 degrés Celsius l'hiver, une augmentation de l'intensité et de la fréquence des cycles de gel-dégel et une baisse des précipitations sous forme de neige. Donc, de plus en plus de précipitations sous forme liquide, en fait, pendant l'hiver. Au niveau des précipitations extrêmes, on s'attend à ce qu'elles soient réparties de façon inégale en fonction des saisons et de la géographie. On s'attend aussi à une augmentation des pluies intenses, en particulier à l'été et à l'automne pour le climat océanique et continental humide. Et un maximum annuel qui était observé tous les 20 ans pendant la période de 86 à 2005 pourrait maintenant réapparaître à chaque 7 à 10 ans. Et ça, c'est un enjeu important pour les infrastructures parce que, on le sait, elles sont de plus en plus brisées, en mode doivent être réparées, demandent beaucoup d'investissement et ont aussi été construits historiquement pour les événements aux récurrences 20 ans et 100 ans. Et donc, si la fréquence change, eh bien, ça fait en sorte que nos infrastructures vont être de moins en moins adaptées et résilientes aux aléas climatiques. L'hiver, on s'attend à une augmentation des précipitations totales hivernales, mais comme je disais, à une baisse des précipitations sous forme de neige. Au niveau des inondations et de l'érosion, on s'attend à une forte augmentation des inondations à l'hiver et au printemps et à une augmentation à l'été et à l'automne. Les débits moyens, on s'attend à ce que l'hiver et au printemps, ils augmentent, mais qu'ils diminuent l'été et à l'automne. Et pour les débits maximaux journaliers, c'est là qu'il y a la principale différence entre les deux climats. Donc, en climat continental et humide, c'est d'abord une augmentation l'hiver et au printemps suivie d'une forte diminution de juin à novembre, alors qu'en climat océanique et continental humide, c'est d'abord une diminution de décembre à mai des débits maximaux journaliers suivie d'une forte augmentation l'été et l'automne. Maintenant, pour l'augmentation du niveau de la mer, on s'attend à une augmentation du niveau de la mer de 30 à 75 centimètres dans le golfe du Saint-Laurent. À l'heure actuelle, la salinité de l'eau du Saint-Laurent s'étend jusqu'à la pointe est de l'île d'Orléans, ce qui forme une zone frontale saline à ce niveau-là. Et donc, avec l'augmentation du niveau de la mer, donc du Saint-Laurent, on pourrait s'attendre à ce que cette zone frontale-là migre vers l'amont du fleuve et potentiellement vienne affecter les sources d'eau potable dans la région de la capitale nationale. Ici, avant de poursuivre sur l'impact spécifique de chacun des aléas sur les sources d'eau potable de surface, je voulais introduire un petit mot sur le lien eau de surface, eau souterraine. Hein, comme je l'ai dit, c'est la même eau qui circule dans notre cycle de l'eau et dans le fond, il y a une connexion souvent entre nos cours d'eau de surface et les eaux souterraines. Donc, l'idée, c'est que quand il pleut, on sait, il y a une partie qui va ruisseler en surface, il y a une partie qui va s'évapotranspirer, puis il y a une partie qui va s'infiltrer, puis venir recharger notre eau souterraine. À partir de là, l'eau souterraine va s'écouler
avec, en fonction de la gravité, finalement, des niveaux les plus hauts vers les niveaux les plus bas, et éventuellement va venir faire résurgence dans les cours d'eau, par exemple, ou les milieux humides. À ce moment-là, elles se font de façon diffuse, ou les résurgences peuvent aussi être ponctuelles, et alors on va être en présence de sources ou de têtes de ruisseaux situées en pied de talus. Donc, ce qui est à retenir ici, c'est qu'en période d'étiage, l'essentiel de l'eau qui s'écoule dans les rivières, ça provient en fait de la part des eaux souterraines. C'est ce qu'on appelle les débits de base. Donc, l'été, quand ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de pluie, ben, l'eau qui coule encore dans nos rivières, ce sont les eaux souterraines. Et en contexte de changement climatique, eh bien, on peut s'attendre à des modifications de ces apports souterrains au cours d'eau. Tantôt, ils peuvent diminuer en période de sécheresse ou en d'autres moments, ils pourraient augmenter, par exemple, lorsqu'il y a des précipitations extrêmes. Donc ça influence évidemment la quantité de l'eau dans nos cours d'eau, mais aussi ça peut influencer la qualité de cette eau. Donc, si on regarde maintenant les impacts de chacun des aléas sur les sources d'eau potable, les impacts, évidemment, vont être différents selon l'environnement de notre prise d'eau potable. Si on est en milieu urbain, agricole ou forestier, on n'est pas en présence des mêmes sources de contamination. Donc, ça va être différent, surtout à ce niveau-là. Si on prend l'augmentation de la température de l'air, les impacts sur la qualité. Donc, ça va avoir beaucoup de conséquences, l'augmentation de la température de l'air sur la qualité de l'eau, parce que la température, dans le fond, affecte les réactions chimiques et biologiques. Et si la température de l'eau augmente, ben, les réactions chimiques et les processus biologiques vont se faire plus rapidement. Alors, on va se retrouver avec de l'eau plus chaude. On va aussi se retrouver avec moins d'oxygène dissous dans l'eau, ce qui favorise la prolifération des cyanobactéries et des algues. On va avoir une réduction du pH, donc des eaux plus acides. On va augmenter la survie de certains micro-organismes pathogènes. Ça va favoriser la dissolution de contaminants comme le phosphore, l'azote ou le carbone organique total. Ça va aussi augmenter la concentration en nitrite et en nitrate. Ça peut dégrader la matière organique naturelle davantage et ça peut aussi entraîner une hausse de la concentration des substances humiques qui sont responsables de la couleur et de l'odeur. Et toutes ces modifications de qualité-là ensemble aussi peuvent avoir des impacts sur le goût de l'eau, ce qui est en général pas très apprécié du consommateur, évidemment. Si on regarde maintenant l'impact sur la quantité, on peut s'attendre à une diminution potentielle de la couverture de neige qui va faire en sorte qu'on peut avoir une augmentation du débit des rivières qui est plus précoce au printemps et qui va contribuer aussi à des crues plus fréquentes et intenses. On peut s'attendre à une augmentation de la vulnérabilité aux inondations printanières. Les sécheresses, maintenant, elles vont essentiellement avoir un impact sur l'effet de dilution. Finalement, ça va diminuer l'effet de dilution, ce qui augmente la concentration des contaminants dans l'eau. Pour l'impact sur la quantité, les sécheresses vont évidemment augmenter la demande en eau, diminuer les débits et étiages plus sévères l'été et avoir une diminution de la quantité de l'eau qui est disponible au final. Euh, Sans compter que la diminution de l'humidité du sol créée par les sécheresses, ben, ça favorise le ruissellement lors des précipitations intenses et donc ça peut augmenter le lessivage donc des contaminants, entre autres, là, vers les cours d'eau. Euh, Pour les sécheresses en lien avec les feux de forêt, l'impact sur la qualité, c'est que, il peut y avoir une augmentation de la température des cours d'eau, une augmentation de la charge de sédiments et des apports plus importants en contaminants comme les cendres, le phosphore, les sédiments, le carbone organique total et dissous. Au niveau de la quantité, les feux de forêt peuvent augmenter le ruissellement à cause de la perte de végétation. Ça peut affecter les régimes hydriques en augmentant, par exemple, les débits annuels et les débits maximaux saisonniers. Et il a été observé que dans les années qui suivent des feux de forêt, souvent, il y a des risques de flash flood ou crues éclairs là, qui peuvent se produire.
Les précipitations extrêmes, elles, vont, comme je disais, augmenter la fréquence des inondations et accroître les phénomènes d'érosion. Et ça va avoir un impact sur la qualité au niveau de, ben, ça augmente le ruissellement et le taux d'érosion. Ça entraîne des variations plus fréquentes et intenses de la qualité à l'eau brute. Ça facilite le transport des contaminants, surtout ceux issus de sources diffuses. Et ça augmente la turbidité, la couleur, les matières en suspension, les micro-organismes, la matière organique. Dans le fond, tout ce que le lessivage créé par le ruissellement peut croiser sur son chemin peuvent se retrouver dans nos cours d'eau. Ensuite, au niveau des impacts sur la quantité par les précipitations extrêmes, on va parler de changement des régimes hydriques des cours d'eau. Ça peut augmenter les apports souterrains aux cours d'eau selon certaines périodes. Puis, au niveau des infrastructures, ben, les précipitations extrêmes peuvent entraîner des bris physiques, des installations de prélèvement et de traitement, ce qui entraîne aussi des risques d'interruption de service. Ça fait qu'on a une charge de contaminants qui est plus importante, qui va nécessiter l'adaptation du traitement régulièrement, disons. Et ça a aussi un impact sur la sédimentation dans les réseaux des eaux usées. Au final, on peut aussi se retrouver avec des débordements possibles dans nos réseaux d'égouts unitaires lors de pluies intenses et les débordements peuvent entraîner la contamination de la source par les eaux usées. La modification des cycles de gel-dégel, eux, ça va avoir un impact sur la qualité au niveau de l'augmentation de la teneur en oxygène dissous, par exemple. Ça peut influencer la dynamique des écosystèmes aquatiques et aussi la qualité de l'eau dans ces saisons-là. Les redoues peuvent apporter des eaux de ruissellement aux cours d'eau et aux lacs pendant l'hiver. Donc, si, par exemple, il y a des qui sont épandues sur les réseaux routiers, ben, ça peut amener des contaminants à nos cours d'eau avec les sels de déglaçage. Au niveau de l'impact sur la quantité, on parle d'une augmentation précoce du débit des rivières et ça peut contribuer donc à des crues plus fréquentes et intenses, une altération de la saisonnalité des débits et une modification de l'apport en eau souterraine dans les débits des cours d'eau au printemps et à l'été. Au niveau des infrastructures, la modification des cycles de gel-dégel peut entraîner la formation de fragiles ou d'embâcles qui sont des phénomènes associés aux périodes de gel, donc, et ces phénomènes-là peuvent causer des dommages significatifs aux infrastructures de prélèvement en eau de surface. Maintenant, au niveau de l'augmentation du niveau de la mer, donc ça c'est essentiellement en zone côtière, donc Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, de la Madeleine, Côte-Nord et un peu la capitale nationale. Donc, potentiellement, la montée du niveau des eaux dans l'estuaire induit donc l'intrusion des eaux salines et ça peut affecter les eaux douces dans les milieux côtiers. Et ça favorise aussi l'augmentation de l'érosion côtière et ça peut entraîner des phénomènes de submersion, donc ce qui va faire une minéralisation et une salinisation plus importante des eaux douces à proximité des côtes. Comment ça se présente une interface eau douce, eau salée? Vous voyez la petite ligne rose ici. Ici, c'est une image tirée du passage des îles de la Madeleine. Bon, aux îles, on est en contexte de prélèvement en eau souterraine, mais c'est juste pour montrer que dans le fond, l'interface eau douce, eau salée se présente en biseau parce que l'eau salée est plus dense que l'eau douce. Et donc, si ce front-là monte en amont du fleuve, ben potentiellement ça peut soit affecter des prélèvements qui se trouvent dans le fleuve comme tel, ou encore qui seraient par exemple à l'exutoire de cours d'eau là, à proximité du fleuve. Donc, nous serions maintenant rendus à la période de questions. Je vous invite, on est prêt à poursuivre avec notre troisième partie. Les stratégies pour s'adapter aux aléas climatiques, des solutions pour assurer la sécurité de l'approvisionnement en eau potable en contexte de changement climatique. Donc, ici, je vais vous présenter quelques exemples de qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer ou prévenir l'impact des aléas sur les sources d'eau potable de surface. Les stratégies pour s'adapter aux aléas climatiques, elles peuvent prendre différentes formes. Mais dans tous les cas, ces stratégies doivent passer par l'intégration systématique des effets potentiels des changements climatiques dans les opérations et dans la planification.
Ces stratégies devraient inclure la hiérarchisation des risques et l'identification des éléments les plus vulnérables face aux événements climatiques, hein, pour savoir où est-ce qu'on devrait agir en priorité et où est-ce qu'on est plus vulnérable pour avoir des mesures adaptées à ces vulnérabilités-là. Des stratégies à court terme et à long terme, en prévention ou en réaction aux impacts des aléas. Et des stratégies qui demandent, dans le fond, une sensibilité accrue aux signes avant-coureurs des changements climatiques pour renforcer notre réactivité. Donc, peut-être des fois, il va s'agir d'avoir comme des valeurs seuil, soit au niveau de certains paramètres de qualité ou au niveau de valeurs de débit des cours d'eau, par exemple, qui indiquent une tendance vers peut-être un enjeu en lien avec l'approvisionnement en eau potable. Et dans tous les cas, le rôle important que doivent avoir les communications, la gouvernance, la coordination des différents intervenants, parce qu'il y a différents départements qui sont concernés, les travaux publics, l'environnement, l'aménagement du territoire. Donc, il faut que ces gens-là se communiquent et travaillent ensemble à la planification puis à la mise en place de mesures. Puis parfois aussi, il va falloir intégrer la collaboration, concertation amont-aval, surtout en haute surface, parce qu'à l'échelle de bassin versant, on le sait, il y a plusieurs municipalités qui, par exemple, s'approvisionnent dans le fleuve Saint-Laurent, alors que plus en amont, tu as une municipalité qui fait le rejet de ses eaux usées dans le même cours d'eau. Donc, il faut travailler ensemble pour trouver les solutions et ça demande évidemment beaucoup de concertation. Il y a différents outils qui sont possibles de mettre en place et ces outils-là sont complémentaires. Donc, dans le fond, c'est une recette d'outils souvent qu'il faut privilégier pour s'assurer qu'on soit efficace finalement dans nos stratégies. D'abord, les outils réglementaires. Donc, ça, c'est tout ce qui est édiction de normes opposables aux citoyens ou aux entreprises pour le contrôle des activités humaines. Il y a des règlements à différentes échelles. Donc, au niveau provincial, par exemple, on a le règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, le RPEP. Il y a la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. Au niveau des MRC, on peut avoir un pouvoir réglementaire avec le document complémentaire des schémas d'aménagement et de développement. Et au niveau des municipalités, il peut y avoir des règlements d'urbanisme qui visent à contrôler mieux le développement dans les zones déjà à risque, par exemple, où là, il y aurait moins enfin, où là, il y aurait des enjeux en lien avec l'approvisionnement en eau. Puis aussi, la municipalité a le pouvoir d'émettre des restrictions d'usage au niveau de la consommation de l'eau potable, par exemple. Dans les outils non réglementaires, il y a tout ce qui est outils de planification et de concertation, donc par exemple les plans de protection des sources, les plans directeurs de l'eau, les protocoles d'intervention et les mesures d'urgence. Il y a les outils volontaires, donc ça, c'est tout ce qui est sensibilisation, éducation, comme faire des campagnes d'économie d'eau potable, faire de l'éducation sur les bonnes pratiques. Je pense notamment en ce moment, il y a le programme Pensée bleue qui est réalisé par Réseau Environnement en collaboration avec le ROBVQ. Donc, il y a plein d'outils de vulgarisation et de sensibilisation sur leur site web, Pensée bleue, donc. Puis aussi, au niveau des campagnes d'économie d'eau potable, c'est un programme avec le MAMACH, entre autres, là, pour, dans le fond, faire diminuer la consommation d'eau par habitant dans les municipalités. On peut aussi implanter des outils incitatifs, des outils financiers, donc des mesures économiques qui vont activer le changement de comportement, soit en récompensant un comportement ou en le punissant. Donc, on peut être des redevances sur l'eau, des remboursements de taxes foncières ou l'émission d'amendes lorsque on ne respecte pas la réglementation, par exemple. On peut aussi avoir comme outil l'acquisition et la gestion de connaissances. Donc, c'est important de bien comprendre les processus qui vont affecter nos prises d'eau potable, mais aussi il faut être en mesure de gérer les données. Donc, si on fait des suivis de la qualité, des suivis des débits des cours d'eau, ben, ça prend des protocoles de gestion des données parce que c'est bien beau accumuler des données, mais il faut savoir aussi les exploiter pour prendre des décisions éclairées. Et donc, ça prend de l'archivage, ça prend des processus même de transfert de connaissances, des fois, pour quand il y a un roulement de personnel, pour que le nouveau, il sache c'est quoi la façon, la procédure pour archiver, gérer les données en question.
Puis ces données-là, ben, ils ont besoin souvent d'être analysées et interprétées pour pouvoir tirer des conclusions et prendre des décisions. Donc, c'est important d'acquérir des connaissances, mais aussi de bien les gérer. Euh, oui, la PPRLP, c'est ça que je n'étais pas sûre tantôt parce que dans le site, le règlement est encore là sur le site web officiel là, du Québec, là, comme au niveau de la loi comme telle, la politique. Mais j'ai vu qu'il y avait une nouvelle version à venir, mais merci de la spécification. Donc, on peut maintenant aussi mettre des mesures structurelles, dites opérationnelles, donc des moyens concrets qu'on applique sur le terrain qui peuvent être de nature de technologie ou d'ingénierie, comme par exemple avoir des réservoirs pour stocker l'eau, faire des campagnes de recherche et de commentage de fuites dans notre réseau de distribution, mettre en place des surfaces plus perméables pour mieux gérer les eaux pluviales, ou encore mettre en place des écoroutes. Donc, ce sont des routes où on limite l'épandage de sel, par exemple, là, pour réduire l'impact des sels de déclassage sur la qualité de l'eau de nos sources d'eau potable. Ces mesures peuvent aussi être basées sur la nature. Donc, l'idée, c'est de maintenir les services écologiques que nous offrent les milieux naturels et humides, par exemple, en les conservant ou en les restaurant. On peut aussi végétaliser nos bandes riveraines ou encore mettre en place un programme d'espace de liberté des cours d'eau. Donc, l'idée, c'est que historiquement, dans le fond, on a beaucoup redressé les cours d'eau. Ils sont comme rectilignes, ce qui fait que l'eau a plus de vitesse, ça fait plus d'érosion, donc plus d'inondations potentielles aussi, et permettent au cours d'eau de se déplacer finalement dans son méandre naturel. Ben, ça permet aussi d'éviter les impacts liés à l'érosion et aux inondations, par exemple. Quelques exemples maintenant au niveau des mesures possibles. Au lieu de les regrouper par type d'aléa, je les ai plutôt regroupés par type de conséquences sur nos sources d'eau. Donc, en ce qui concerne les risques de pénurie d'eau, on peut par exemple viser à augmenter notre capacité de stockage de notre réservoir ou d'en construire un. Donc, l'idée, c'est d'avoir un réservoir pour quand on a beaucoup d'eau, en prévision pour quand il y en aura moins. On peut analyser l'option de raccorder un secteur de la municipalité à l'écoduc d'une municipalité voisine. Il y a plusieurs municipalités, dont c'est le cas au Québec, qui n'ont pas le choix de faire ça parce que, comme je dis, la disponibilité de l'eau n'est pas également répartie sur le territoire et ça peut impliquer qu'on doit s'approvisionner chez nos voisins. L'installation d'une prise d'eau d'appoint ou d'urgence en contexte de changement climatique, je pense que tout le monde devrait avoir un plan B, une prise d'eau d'appoint. Donc, en cas d'interruption de service, ça va être de plus en plus nécessaire. On peut aussi penser de diversifier les sources d'eau. Donc, justement, pas juste avoir un prélèvement d'eau en surface, mais aussi en avoir en eau souterraine, par exemple. Ou encore, j'ai vu le cas d'une municipalité que par exemple, pour les incendies, ils avaient un système pour prélever l'eau directement dans le lac au lieu d'utiliser l'eau potable là, dans le réseau de distribution. Donc, ça peut être une solution. Des fois, ça va impliquer de faire venir des camions citernes pour fournir de l'eau à nos citoyens en cas d'interruption de service. Ça peut aussi être au niveau de la réglementation, donc comme je disais, émettre des restrictions d'usage en cas de pénurie d'eau ou renforcer son application. Donc, il y a des cas des municipalités, par exemple, que les autorisations d'arrosage sont en fonction des adresses paires ou impaires, ou encore c'est juste dans certaines périodes de la journée, comme la nuit, ou même ça peut aussi être en fonction de certains usages là, que on va taxer finalement, par exemple, pour ceux qui ont des piscines et des spas, la surconsommation d'eau que ça implique. Comme je disais, on peut rechercher aussi et colmater les fuites dans le réseau d'aqueduc pour éviter la perte d'eau dans le réseau de distribution. On peut mettre en place des protocoles de mesure d'urgence. Donc, c'est important d'avoir une chaîne de communication, une chaîne d'action qui est claire pour tout le monde pour qui doit faire quoi en cas de panne de service, par exemple. Ensuite, la mise en place d'un programme d'économie d'eau potable et la sensibilisation sur les bonnes pratiques pour réduire la demande, comme le programme Pensée Bleue, entre autres, ou le programme du MAMACH sur les campagnes d'économie d'eau potable. On peut penser installer des compteurs d'eau chez nos résidents pour avoir une meilleure idée, un meilleur portrait de l'utilisation de l'eau par nos citoyens.
Puis aussi, j'ai vu dans certains cas qu'une des municipalités taxait la surconsommation d'eau, c'est-à-dire que les premiers mètres cubes étaient gratuits pour les résidents, mais à partir d'une certaine consommation d'eau, on tombait avec une tarification progressive finalement là, pour les surplus d'eau qui étaient consommés ou, comme je le disais aussi, tarifier certains usages spécifiques comme ceux qui ont des piscines ou des spas. Ici, un exemple de la ville de Sherbrooke qui a lancé une campagne pour mobiliser, inviter finalement des volontaires propriétaires pour installer gratuitement des compteurs d'eau. Le but, c'est d'estimer la consommation d'eau potable résidentielle de la ville, identifier les sources de gaspillage, les fuites ou les pertes d'eau et planifier une gestion efficace des infrastructures municipales. Donc, c'est quand on connaît bien ce qui rentre en eau et ce qui sort en eau qu'on peut finalement faire une gestion durable de la ressource. Et dans ce cas-ci, il y a pas de, c'est pas pour des fins de taxation basées sur le volume consommé, c'est vraiment là pour avoir un meilleur portrait de l'utilisation de l'eau pour justement ajuster la planification en conséquence. Une autre initiative que j'ai vue, celle-ci, c'est en Ontario, dans la région de Kent. Ils ont mis en place un plan de gestion des sécheresses qui aide les municipalités de cette région à identifier les actions à mettre en place avant, pendant et après un événement de chaleur extrême et en fonction donc de seuil de précipitation ou de débit des cours d'eau. Donc, quand je disais que c'est important d'acquérir les données, de suivre les données, de bien les archiver et de les gérer, ben justement, en faisant ça, ils sont capables de avoir différents niveaux d'intervention en fonction, ici, dans ce cas-ci, c'est des précipitations qui ont eu dans les 3 derniers mois et le débit des cours d'eau qui, dans le fond, en fonction de certains seuils, vont amener certaines actions. Euh, les mesures possibles maintenant en lien avec la diminution de la qualité. La gestion des activités anthropiques, bien sûr, donc tout ce qui est en lien avec les rapports des analyses de vulnérabilité qui ont été faites à cause du RPEP pour les prélèvements de catégorie 1, ben, vous avez déjà comme un diagnostic finalement des activités potentiellement polluantes, entre autres, ou en tout cas des menaces dans les aires de protection intermédiaire et immédiate, telles qu'identifiées et priorisées dans l'analyse de vulnérabilité. Et dans ce cas-ci, il s'agit d'aller gérer les risques d'abord en contaminants de toutes sortes en poursuivant les inspections, l'application réglementaire, l'évaluation et le contrôle des activités incompatibles, donc qui se trouvent dans les aires de protection intermédiaire et immédiate. Bon, d'abord, là, pour les cours d'eau de surface, parce que l'air éloigné, c'est le bassin versant au complet, puis on peut pas gérer le bassin au complet non plus. Mais déjà, si au moins dans ces aires-là, on fait une gestion rapprochée, disons, qui encadre mieux les activités incompatibles avec la protection des sources, ben, c'est déjà une partie de la solution au problème. Une autre initiative que j'ai vue pour aider aux activités incompatibles ou potentiellement polluantes dans les aires de protection des sources, c'est le programme PUI, que le MAMACH vient de sortir, une enveloppe de 80 millions de dollars, donc pour la mise aux normes des installations septiques résidentielles. Donc, ça peut être un outil intéressant pour les municipalités là, pour justement limiter l'impact des fosses septiques, épuiseurs et autres installations individuelles de traitement des eaux qui ne seraient pas conformes encore aujourd'hui. Tout ce qui est maintien des services écologiques des milieux naturels et humides, évidemment, qui ont le rôle de filtrer l'eau, de réduire le lessivage des contaminants et l'apport en sédiments, ben, profitons des services écologiques gratuits qu'ils nous offrent en les protégeant, en les restaurant et en les mettant en conservation, par exemple. La renaturalisation des rives en prévention du réchauffement excessif de l'eau aussi. Donc, créer des îlots de fraîcheur. Dans le fond, si on a une végétation adaptée avec des arbres qui créent de l'ombre au-dessus de nos cours d'eau, ben, ça a le potentiel de diminuer l'impact du réchauffement de l'eau proche de notre source. Ensuite, comme je disais, ben, acquérir des terrains, les mettre en conservation pour leur rôle écologique important, par exemple. Mettre en place des écoroutes pour diminuer l'impact des sels de déglaçage, intensifier le suivi de la qualité en temps réel pour anticiper les variations et être en mesure d'adapter le traitement en conséquence aussi en amont avant qu'on soit face à la chose.
Mise en place de protocoles d'intervention d'urgence pour ajuster le traitement en fonction de seuils critiques. Encore une fois, nos fameux seuils critiques qui sont à déterminer pour chacun. Chaque municipalité a ses propres paramètres de qualité qui peuvent être en enjeu en fonction de leur type d'installation de traitement. Et donc, chacun doit faire l'exercice de c'est quoi les seuils finalement qui sont signes qu'on s'en va vers un enjeu de traitement de l'eau, par exemple. Examiner pour mettre en place des technologies de traitement d'eau supplémentaires ou adaptées aux conditions changeantes. Donc, évidemment, si on a un système de traitement qui permet pas de traiter d'autres contaminants qui se voient apparaître de plus en plus, ben là, il faut changer potentiellement nos méthodes de traitement. Et souvent, ben, les enjeux de qualité sont accompagnés doivent être accompagnés d'avis d'ébullition hein, pour protéger la santé du public. Et ça, il y a un outil qui existe, là, un guide là-dessus là, qui permet d'avoir le mode d'emploi finalement pour comment mettre en place un avis d'ébullition. Je vais y revenir tantôt. Là, j'ai compilé une liste de toutes sortes de ressources utiles là, que vous allez pouvoir vous inspirer d'eux. Ensuite, si on regarde les mesures possibles pour tout ce qui est ruissellement, inondation, érosion, donc quand il y a trop d'eau trop vite, qu'est-ce qu'on peut faire? Mettre en place des systèmes de gestion durable des eaux pluviales et usées. Donc, il y a beaucoup c'est tout ce qui est infrastructure verte, par exemple, des villes éponges, des surfaces perméables, des tranchées ou des marais filtrants, des bassins de rétention, des noues, des jardins de pluie. On peut construire des réservoirs de rétention pour réguler le débit des pluies abondantes, donc des réservoirs qui vont retenir le surplus d'eau, puis ensuite les libérer plus progressivement pour éviter les surverses. On peut avoir une modernisation, une expansion de notre réseau d'égouts avec des réservoirs temporaires intégrés, encore une fois, pour retarder finalement les surplus d'eau. Et encore tout ce qui est débranchement des gouttières du réseau pluvial, donc au niveau des résidents, là, pour encore une fois gérer mieux gérer les trop pleins d'eau. Il y a aussi tout ce qui est préservation et conservation des milieux naturels et humides, parce que non seulement ils peuvent avoir un rôle pour réduire les impacts sur la qualité, mais aussi sur la quantité, en réduisant le ruissellement, l'érosion et les risques d'inondation, hein, comme en particulier les tourbières, ce sont des grosses éponges qui retiennent l'eau quand il y en a trop et en relâchent quand il en manque dans nos réseaux de surface, par exemple. Et encore une fois, l'espace de liberté des cours d'eau, rétablir les méandres des cours d'eau pour finalement ralentir l'eau qui s'écoule dans les cours d'eau et diminuer ainsi ruissellement, érosion et inondation. La végétation a aussi un rôle là-dedans, protéger les bonnes riveraines, stabiliser les rives, encore une fois pour diminuer érosion et vitesse d'écoulement et inondation. Et les quatre mots-clés à retenir là-dedans, c'est ralentir, répartir, capter et infiltrer l'eau. Les quatre, ce sont les quatre thèmes principaux pour ces genres d'aléas-là à mettre en place, à retenir. Un exemple ici, dans le cas des rôles des tourbières, par exemple, en tant qu'éponge, on dit qu'un mètre carré de mousse de sphagne de 20 cm d'épaisseur peut retenir 72 kg en eau, en perdre 57 par évaporation, puis tout regagner par la suite lorsqu'il pleut. Donc, les tourbières vont avoir un rôle à jouer pour atténuer donc justement les inondations en absorbant une grande quantité d'eau, puis en la libérant lors des périodes de sécheresse. Un autre outil ici, c'est avec Nature Québec. Il y a eu un projet pilote avec la MRC de Papineau qui s'appelle En mode solution nature pour contrer les changements climatiques. Il y a eu un guide d'élaborer, donc les solutions nature pour le climat en milieu municipal. Encore une fois, ça va se retrouver dans ma liste de ressources utiles que vous pourrez aller consulter si ça vous intéresse. Les infrastructures, comme je disais, sont multiples pour éviter que les eaux usées viennent contaminer la source. La Ville de Québec en a beaucoup d'exemples. Ici, en haut, première photo, on voit un bassin de biorétention dans le stationnement Roland-Baudin à Sainte-Foy. Il y a des aires de biorétention qui absorbent et filtrent l'eau de pluie parce que oui, on peut essayer d'aider l'eau à s'infiltrer au lieu de ruisseler, mais encore faut-il que cette eau soit minimum de qualité parce que sinon, on fait infiltrer de l'eau contaminée puis ça peut avoir des enjeux sur
l'eau souterraine. Finalement, on ne veut pas contaminer notre eau souterraine avec les eaux de ruissellement qui passent par nos milieux urbains pleins de contaminants dans nos rues. Donc, ces aires de biorétention peuvent justement améliorer la qualité de cette eau. Puis aussi, on parle de chambres de rétention qui retiennent l'eau de pluie avant de les libérer dans les réseaux d'égouts. Donc, ces gros tuyaux jaunes-là, là, ça semble être un exemple de réservoir pour retenir l'eau lors de trop plein d'eau. Ensuite, si on regarde les mesures possibles au niveau des bris des infrastructures, donc c'est important d'améliorer la résilience de nos infrastructures face aux impacts des aléas climatiques. D'abord en rénovant et en renforçant physiquement nos infrastructures pour qu'ils soient plus solides face aux embâcles, par exemple. Ça peut, encore une fois, être d'avoir une prise d'eau d'urgence en cas d'interruption de service parce que nos infrastructures ont été affectées. Ça peut être de créer des liens d'urgence avec des systèmes de distribution d'eau de municipalités voisines. Ça peut être d'acquérir des génératrices portables en cas de panne de courant. Donc, évidemment, on dépend de l'électricité là, pour continuer à pomper l'eau pour la distribuer aussi dans notre réseau. Donc, avoir des génératrices, ça peut être une solution temporaire lorsqu'il y a des pannes de courant. On peut aussi créer une station de traitement d'eau auxiliaire pour garantir une réserve d'approvisionnement en eau potable en cas de défaillance des autres installations. Et une autre solution serait de prioriser les systèmes de communication des transformateurs et des lignes de transmission. Donc, comme que je disais, avoir des protocoles d'urgence, des chaînes de communication claires, savoir qui a le rôle de faire quoi et quand, c'est essentiel pour finalement être en mesure de réagir lorsqu'on a des impacts sur nos sources d'eau potable. Un exemple ici, il y a 2 semaines à peine, il y a eu des embâcles à Nicolet qui ont entraîné que la rivière est sortie de son lit, donc ça a inondé finalement les installations de prélèvement de la municipalité. Ils ont dû faire venir les aéroglisseurs de la gare côtière pour défaire l'embâcle. Mais comme tu as dit, le mal était fait. Donc, ce sont les pompes de l'eau brute là, qui ont encaissé le coup d'eau. Puis, il n'y avait pas de dégâts majeurs, mais l'automate qui servait à doser le traitement a nécessité le concours d'une firme spécialisée. Donc, ça marchait plus. Puis là, je sais qu'ils ont dû justement faire des avis d'ébullition. Puis dans un autre webinaire, il y a quelqu'un qui m'a dit justement qu'il y avait des mesures d'urgence, des ententes avec la municipalité de Bécancour, la municipalité voisine, qui a aidé à alimenter là, finalement la ville de Nicolet pendant qu'ils restauraient là, leur usine de traitement. Donc, c'est un exemple de collaboration intermunicipale ici. Et c'est aussi pour montrer que on vit déjà l'impact des aléas climatiques sur nos sources de potable. On est dedans et ça va continuer. Et c'est important, encore une fois, d'avoir des mesures en lien avec ça dans notre planification du territoire. Un autre exemple ici, c'est de la ville de Québec, une prise d'eau sous-fluviale sous la rivière Montmorency. Donc, il y a l'exemple de la ville de Québec, mais j'ai vu que c'était aussi le cas à la ville de Beaupré. Donc, l'idée, c'est d'avoir une installation sous-fluviale, justement, donc en dessous dans notre lit de cours d'eau. Et ça va aider à protéger le prélèvement des embâcles, du frasile, des débris et des étiages. Et ça va aussi améliorer la qualité de l'eau parce qu'il y a une couche filtrante qui est ajoutée là, au-dessus du système de prélèvement. Et les intervenants de la ville disaient que maintenant, on a mis des tuyaux en dessous de la rivière qui peuvent prendre l'eau beaucoup plus longtemps et on s'est donné ainsi une protection face à la disponibilité de l'eau. Donc, c'est quand même de l'ingénierie, mais effectivement, ça protège contre plusieurs impacts des aléas, là, autant au niveau de la quantité que de la qualité. Donc, ça peut être une solution intéressante dans certains cas. Et ici, je suis tombée sur le Centre d'expertise et de recherche en infrastructure urbaine, CIRIU. Ils ont plein de fiches résilience qu'ils appellent. Donc, l'outil résilience des actifs a pour objectif principal d'accompagner les municipalités dans leur démarche de résilience.
en les aidant à effectuer un diagnostic pour identifier le niveau de vulnérabilité des actifs en eau, justement, comme je disais plus haut, savoir où est-ce qu'on est vulnérable et en leur offrant des pistes de solutions en termes d'adaptation au changement climatique. Donc, il y a 13 fiches en tout en fonction de connaître les risques, prévenir, réagir, récupérer ou gérer et planifier. Donc, encore une fois, ce lien va se retrouver dans notre liste de ressources utiles si vous voulez aller voir. Donc, c'est en fonction des quatre aléas, forte précipitation, sécheresse, tempête, trois aléas, pardon. Et puis, il y a un guide finalement aussi là, en amont des fiches là, qui permet de faire le diagnostic en question. Puis finalement, il y a des formations aussi qui sont en cours ou à venir, notamment celles données par l'Ordre des urbanistes du Québec. Ils font une série sur les OGAT. Ces webinaires-là sont accessibles aussi aux ceux qui sont pas membres de l'Ordre des urbanistes. Et il y en a à venir, puis il y en a des passés, mais celles qui sont passées sont aussi disponibles en rediffusion, fait que c'est intéressant. Puis ils en ont fait une spécifiquement sur l'amélioration de la gestion de l'eau potable en contexte de changement climatique. Euh, pour l'orientation de la disponibilité de l'eau, en fait, c'est ça que je veux dire. Puis là, il donnait un exemple, pardon, du plan d'action 2023-2026 de Bromont, qui intégrait dans son plan finalement des mesures pour réduire ou prévenir les impacts des changements climatiques sur leurs sources d'eau potable. Donc, ceci conclut la liste d'exemples de mesures possibles, de choses que j'ai vu passer, d'expériences concrètes. Donc, en Maintenant, conclusion, la suite, j'espère que justement je vous ai convaincu de l'importance d'intégrer des mesures d'adaptation au changement climatique dans vos outils de planification pour protéger les sources d'eau potable. Gardez en tête qu'il va y avoir une prochaine mise à jour des analyses de vulnérabilité et que vous allez avoir, enfin, les municipalités vont avoir de l'accompagnement là, pour cette mise à jour parce qu'il va y avoir un nouveau guide, en fait, qui va demander d'intégrer les changements climatiques avec des nouvelles méthodologies, etc. Donc, il va y avoir des outils pour aider les municipalités à faire cette mise à jour. Et encore une fois, je vous ai compilé une liste de ressources utiles que vous pouvez consulter pour vous aider finalement à trouver des outils là, pour intégrer les changements climatiques dans la planification. Et s'il y a d'autres questions, commentaires, vous pouvez toujours me contacter à cette adresse. Ça va me faire plaisir de vous répondre ou de vous orienter vers quelqu'un qui pourra vous répondre. Je vous laisserai donc le mot de la fin pour conclure. Petit lien dans la boîte clavardage pour le WooClap. Et si vous voulez aller me mettre un petit mot de qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous retenez, c'est toujours le fun d'avoir un peu votre feedback. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup. Pour ceux que je vais revoir pour le volet eau souterraine, on se revoit plus tard cette semaine ou à la fin du mois. Et sachez que, évidemment, la première partie, là, au tout début, est commune avec les deux volets, mais pour ce qui est impact des changements sur les sources, c'est différent si on est en eau de surface ou en eau souterraine. Puis pour les solutions aussi, ça peut être différent. Donc voilà, un énorme merci à tous et puis à la prochaine.